Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis cette semaine. L'élection présidentielle de 2018 au Cameroun fait de plus en plus monter l'adrénaline. Ainsi, peu à peu, le paysage politique commence à bruire des candidats réellement déclarés, de ceux putatifs ou encore de ceux finalement fictifs. Ce soir, nous accueillons sur ce plateau un candidat déclaré, celui-là, très exactement le premier à avoir indiqué qu'il briguait la présidence de la République en 2018. Il s'agit de Jean-Blaise Gouet, connu jusqu'ici comme homme d'affaires pour avoir notamment présenté et également promu un certain nombre de marques sur la place camerounaise, mais également président du mouvement patriotique pour le changement au Cameroun, MPCC. Bonsoir Jean-Blaise Gouet. Bonsoir M. Guizogo. Alors, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, cela on y viendra tout à l'heure, mais on vous appelle également Lucky Gouet. Ben, beaucoup de Camerounais me connaissent beaucoup plus sous le nom de LG, sous le nom de Lucky Gouet. Et bon, tous découvrent aujourd'hui de plus en plus qui est l'homme. Voilà, j'ai été effectivement le représentant de la marque Gold Star à l'époque au Cameroun. Et donc, c'est moi qui ai fait rentrer LG au Cameroun pendant un certain nombre d'années. Et LG, j'ai pris cette marque quand tout le monde, en fait, c'était une sous-marque à l'époque de Gold Star. Mais avec des téléviseurs et des magnétoscopes incorporés. C'est ça. C'était bien. Nous étions en 97. Exact. À peu près par là. À peu près par là. Voilà. Alors, les techniques que j'ai utilisées pour faire rentrer LG au Cameroun, et en très peu de temps, vous savez, en l'espace de 2-3 ans, j'ai eu des prix, premiers prix. J'ai pris LG, la première année, j'ai fait plus de 300% par rapport à la personne qui était là. Et l'année d'après, c'était plus de 160%. Donc j'ai eu plusieurs prix en Corée par rapport à ça. À la fin, vous savez, je me suis dit, moi je suis un patriote, quelqu'un qui a toujours pensé à l'Afrique d'abord, et qui pense d'abord le développement de l'Afrique et travailler pour l'Afrique. Donc je me suis dit, voilà une bonne expérience, j'ai fait cela pour les Blancs, pourquoi ne pas le faire pour l'Afrique et pour les générations futures? Et c'est comme ça que j'ai créé la marque Lucky Gouet. Voilà, donc entre aujourd'hui, tous les Camerounais savent qu'en fait LG, Lucky Gouet, c'est moi. Voilà, c'est ça. Mais ça vous a quand même valu quelques déboires avec la marque LG elle-même. Déboires, jamais, je suis désolé. En fait, tel que je le dis si bien, vous savez, les Camerounais ont l'art de la manipulation et de la délation. Tout à fait. Voilà. Donc, comme je dis, moi, j'ai jamais travaillé pour de l'argent. Ce que j'ai fait, ça a toujours été pour l'honneur de l'Afrique et pour les Africains. Donc, je porte une marque comme celle-ci, parce qu'en fait, il faut bien retenir qu'avec les Coréens, les Asiatiques en général, vous avez de l'argent, ils vous vendent. Vous n'avez pas d'argent, ils ne vous vendent rien du tout. Vous êtes représentant, vous travaillez pour eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ouvrez vos lettres de crédit, vous avez votre argent, vous achetez et vous avez l'exclusivité. Et moi, j'avais l'exclusivité sur l'Afrique centrale. Donc, le Gabon, Cameroun et puis les autres pays. J'étais le représentant exclusif. Mais seulement, j'étais fier. Vous savez, c'était une très belle expérience pour moi de prendre un produit comme ça, qui est considéré comme une sous-marque, et relever ce produit pour qu'aujourd'hui, que tout le monde parle de LG. Mais seulement, comme je n'ai jamais travaillé pour de l'argent, pour moi, c'était une belle expérience. Je me suis dit, tiens, ça, c'est déjà un challenge de gagner. Je peux le faire pour l'Afrique, donc créer ma propre marque. Alors, nous sommes allés une fois dans une mission que conduisait le Premier ministre, M. Peter Mafani aux États-Unis. Donc, lors de cette mission, j'ai découvert que tout ce qui se vendait aux États-Unis venait en fait de Chine. Je me suis dit, mais au fait, tiens, pourquoi allons-nous continuer à faire un commerce triangulaire? Aller acheter en Europe, aller acheter aux États-Unis ce qui est fabriqué de l'autre côté. Ou encore, pourquoi devons-nous commercialiser les marques d'autres personnes? J'ai décidé depuis ce jour que je ne travaille plus pour les autres et je ne représente plus aucune marque. J'ai créé donc ma propre marque qui en fait Lucky Gouet. Voilà, c'est ça, LG Lucky Gouet, qui en fait est
est un produit, une marque, un héritage camerounais. Et pourquoi pas des générations futures. Je pose cet acte aujourd'hui, mais demain, même si j'ai rien, moi, aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est pour les générations futures. Alors, ce concept également, Lucky Guet a pris de l'ampleur, a marché, a pris même le dessus sur LG. Seulement, vous savez, notre pays, tel qu'il est, dès que vous démarrez quelque chose, tout de suite, vous savez, c'est tout le monde qui se réveille, il va où, il fait quoi. Le Camerounais, nous sommes dans un système qui tue les efforts. Et donc, les bâtons qu'on vous met dans les roues. Moi, j'ai eu pendant cette époque de LG, on n'a pas commencé plus loin, mais si vous voulez qu'on parle de cette époque, on en parle. Voilà. Alors, j'ai eu au cours de, lorsque j'ai changé, en fait, j'ai créé ma propre marque, au lieu d'être encouragé par les Camerounais. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué, qui est resté là. Certains Camerounais, pas par tous les Camerounais. Oui, en fait, pas par tous les Camerounais. Voilà, ça c'est clair. Heureusement. Hein, voilà. Parce que à l'époque, ce produit, on le trouvait dans la plupart des ministères au Cameroun. Quelque chose m'a choqué. Et c'est resté là, et ça restera là, jusqu'à ce que j'aide à faire avancer les choses au Cameroun. Tu vois. Vous savez, à l'époque, la primature, là. Cette primature, on lance un appel d'offres pour installer les climatiseurs là-bas. Alors, à l'époque, j'avais lancé effectivement une campagne climatiseur pour tous. 350 000 francs CFA. J'ai fait des démarches, j'ai rencontré le Premier ministre, j'ai rencontré son entourage et tout ça. Ils ont dit, ok, M. Guet, de toute façon, vous êtes le moins 10 ans. On vous achètera. De toutes les offres présentes. Oui, de toutes les offres. 350 000 francs. Alors, on m'appelle plus tard pour me dire, tiens-toi tranquille, tes gens, ils ont commandé les splits. 1,5 million, un split du même gabarit. Moi, je vendais à 350 000. Ils l'ont acheté à 1,5 million. Alors, j'ai dit, cette nation... À l'étranger? Non, ils l'ont acheté à une autre société étrangère qui était installée là, 1,5 million. Moi, je vendais à 350 000. Et mes produits étaient beaucoup mieux que les leurs. Voilà. Donc, vous savez, ce genre de choses pousse au découragement. Au-delà de ça, on en parlera peut-être. Oui, non, oui, bien sûr. Mais vous venez quand même, vous avez une formation solide qui remonte à depuis longtemps et qui vous a peut-être préparé à affronter ce genre de difficultés. Votre parcours scolaire et universitaire, c'est lequel exactement? Ben, bon, on commencera par le début. Oui. Vous savez, je suis né en Balmayo. Voilà, je suis né en Balmayo à l'époque de la guerre de l'indépendance. Absolument. Donc mon père était effectivement un activiste. De l'UPC. De l'UPC. Oui. Ça a été des personnes qui ont combattu pour cette nation. Absolument. Et très dur. Hein. Oui. Donc c'était, moi par exemple, mon nom c'est Guet. Guet c'est la guerre. Oui. Et j'ai un petit frère qui s'appelle Cameroun. Avec un K? Non, Cameroun avec un C? Oui, avec un K. Un K, parce que c'est très UPC. C'est ça. Un autre qui s'appelle Soga. Soga, vous savez ce que c'est en Bassa. Bon, la chance et tout ça. Donc, c'était des patriotes à l'époque qui nous donnaient vraiment les noms qui participaient un peu à cette époque de la guerre et puis de l'indépendance, ainsi de suite. Donc, moi je viens au monde autour de cette période de la guerre de l'indépendance. Et quand je viens au monde, c'est à l'hôpital de Métète. Oui, en Balmayo. C'est ça. Tout à fait dans la zone de Balmayo. Voilà, et pendant que je viens au monde, mon père était en cavale. C'est-à-dire qu'on le poursuivait. Voilà, il était au village. Et à l'époque, vous savez, c'est toujours le Bassa qui vend le Bassa. Donc ses frères l'avaient trahi comme étant quelqu'un de l'UPC, et les militaires français le cherchaient. Et mon papa a dormi souvent sur un arbre. Quand ces gens sont venus, et puis à partir de là, il a eu moyen de fuir, il est parti en Balmayo. Donc là-bas en Balmayo, toujours, tu sais, à cette époque, il a fait la prison BMM, là, qui était ici au niveau du lac et tout ça. Là. Plusieurs fois, on les a arrêtés, et puis ils sont ressortis.
Alors, quand je viens au monde, donc, papa il était poursuivi en cavale. Et puis, ma mère se met en travail. On l'amène, l'UPC bien organisé, on l'amène à Métède. Et je suis né là-bas, à Métède. Alors, quand je viens au monde, on annonce aux militaires français qui cherchaient mon papa, la dame de cette épouse vient d'accoucher à l'hôpital de Métède. Alors, ils prennent chemin pour aller à Métède. Donc, l'UPC bien organisé était déjà au courant. Donc, on allait la chercher. Quand on la ramène au niveau de Mbalmayo, on la met dans le train, parce qu'il y avait un chemin de fer qui marchait très bien, au Télé Mbalmayo. Au Télé Mbalmayo, bien sûr. Voilà, on la met dans le train pour au Télé. Alors, le train démarre. Ces militaires-là arrivent à Mbalmayo. On leur dit que la dame qui cherche est dans ce train-là. Et donc, chemin faisant, on stoppe le train plus loin. Et vous êtes avec votre mère? Elle vous porte bébé, naturellement. À peu près, je suis venu prématurément au monde. Et puis, tout à fait. Et les militaires français stoppent le train? Les militaires français stoppent le train. Et là, lorsqu'elle est entrée dans le train, il y a une dame qui lui dit, madame, est-ce que votre bébé est très beau, je peux le porter? Maman prend le bébé, elle donne à cette dame-là. Mais c'était encore un stratagème de l'UPC? Non, pas du tout. C'était vraiment pur hasard? C'était un hasard. Oui. Donc, l'UPC avait déjà fait son travail, ils ont mis la main dans le train et puis le train est parti. Et donc la dame lui dit, madame, est-ce que je peux porter votre bébé? Ne sachant pas que les militaires venaient de l'autre côté, elle prend l'enfant et donne à la dame. On stoppe le train. Les militaires rentrent dans le train. On trouve la dame avec me portant dans ses mains. Ils me prennent, ils redonnent à ma maman. Et puis on descend avec la dame et le train repart. Voilà. Donc en fait, pendant que j'étais dans le ventre de ma maman, dans le ventre de ma maman, je commençais déjà à me battre. Donc vous êtes j'entendais les bruits des armes et tout ça dans le ventre. Absolument. Et quand je sors, c'est-à-dire que je n'ai jamais été calme, jamais été depuis que je suis. Vous n'avez jamais eu de répit? Jamais de répit depuis que je suis Depuis que vous êtes né. Voilà. Oui. Toutes les fois que je montre quelque chose, j'ai l'intention de faire ceci ou cela, les gens se lèvent toujours pour... Et tout de suite, il faut contrecarrer ce que je fais. Tout à fait. Alors, il y a cet épisode de ce train-là où on vous remet à votre mère et finalement, cette dame, on la prend pour qui? Pour celle qu'on cherchait en réalité? Cette dame, on la prend pour celle qu'on cherchait en réalité. On descend avec elle et le train continue. Oui. On n'a plus jamais su ce qui s'est passé après. Mais toujours est-il dit que maman est partie avec moi et puis elle est allée, on s'est protégé et puis la vie a continué jusqu'ici. Donc je grandis en Mbalmayo, je fais une bonne partie de mes études primaires en Mbalmayo. Et cours moyen 2, cours moyen cours élémentaire 2 et tout ça là, je me débrouillais déjà. Je suis quelqu'un qui est né indépendant, autonome. Alors, vous savez, les pousses là, pousse-pousse là. Moi le week-end, j'allais pousser, tu vois, pour gagner un peu d'argent. Et puis, j'allais à l'école le lendemain. Donc j'allais porter des trucs au marché avec le pouce-pouce comme les enfants font aujourd'hui. Tout à fait. Donc j'allais porter au marché et puis on me donnait 50 francs, 10 francs et tout ça. Et donc après, quand je vais au collège, effectivement au collège noir, nous étions les premiers. Collège noir de Mbalmayo. Voilà, collège noir de Mbalmayo, nous étions les premiers à inaugurer ce collège-là. Et j'étais parmi les tout premiers élèves de ce collège. Donc à partir de là, j'allais à l'école et jusqu'à ce que j'obtienne le BPC au lycée d'Obala. D'Obala, tout à fait. Voilà. Mais entre-temps, de la 6e jusqu'en 3e, et même plus parce que je suis revenu après au collège d'Ilo, continuer le secondaire. Voilà. Et donc, moi, tous les samedis, tous les week-ends, pendant toutes les vacances, j'étais le chauffeur de mon père. Il avait une poissonnerie en Mbalmayo, appelée Soga Nicolas. Donc j'étais son chauffeur. Après j'ai laissé le pouce parce que je suis allé en 6e. Donc j'ai pris un comptoir
chez lui. Et puis, à partir de là, j'achetais un carton de poisson. Et les week-ends, je revendais le poisson. Voilà, donc, en Balmayo toujours. Hein. Donc, mon père avait beaucoup confiance en moi. Et j'ai appris comme ça, petit à petit, depuis l'enfance, à me battre et puis à être autonome. Moi, en 6e, mes amis, c'était des professeurs. Les amis n'étaient pas mes camarades. Les amis ont toujours été mes professeurs. Voilà, donc, après, je fais G2, j'ai un bac G2, et je vais en France continuer mes études là-bas. Ça, c'est le lycée technique ici? Non, ça c'était une partie à Ndjilo, collège Ndjilo en Balmayo. Voilà, oui. Ensuite, je vais continuer en France. Oui. Et puis, donc en France, je fais gestion entreprise de comptabilité. Tout à fait. Voilà, j'ai un BTS de gestion entreprise de comptabilité. Et je travaille, je vais aller sur le supérieur de commerce et d'administration. Et puis, j'ai mon professeur qui m'aimait beaucoup parce que j'étais un des meilleurs, en fait, j'étais son meilleur élève en comptabilité. Tout à fait. Voilà, après on me trouve du travail comme chef comptable dans une entreprise, la COB, qui était une société filiale d'une société américaine. Tout à fait. Qui vendait des reins artificiels, des cœurs artificiels. Donc là aussi, j'ai travaillé tous les jours, samedi, dimanche. Dimanche compris. C'était d'abord un stage. Oui. Mon stage, on me l'a prolongé 3 mois. Ensuite, on me l'a prolongé 6 mois. Stage académique. Hein. On me l'a prolongé 6 mois. Et au bout de ce stage-là, j'ai été embauché comme chef comptable. Ok. C'est la com. Je sortais fraîchement de l'école et je maîtrisais le plan comptable 57. Je maîtrisais le plan comptable 82 qui venait de sortir. Et puis, je maîtrisais aussi, j'ai appris au sein de l'entreprise la comptabilité américaine. Absolument. Voilà. Donc, qui n'est pas la même que la française. Pas du tout. Absolument. Et comme dans cette entreprise, la personne qui était là maîtrisait le plan 57. Oui. Et mais pas le plan 82 que moi j'avais fraîchement appris à l'école. Voilà. Et donc, tout de suite, je me suis adapté aussi à la comptabilité américaine. Et on m'a donné cette charge. J'y ai travaillé pendant 2 ans, sans répit, matin, de lundi à dimanche. Parce qu'il fallait sortir d'un résultat. Il fallait, tu vois, chez les Américains, il fallait, c'est-à-dire que toutes les filiales devaient en principe faire la consolidation des comptes, envoyer des reportings tous les mois. Donc tous les mois, quand je sortais d'un résultat, je rentrais dans la préparation de l'autre. J'étais véhiculé, j'avais un salaire de 10 000 francs. À l'époque, hein, ce n'était pas l'euro, c'était le franc français. Et donc, 2 ans comme ça, je me suis dit, c'est bien. Ça suffit. Ça suffit pour les Blancs. Je veux travailler pour l'Afrique, les Noirs. Je plie mes bagages, je rentre au Cameroun. Ah ben, nous sommes en 2 ans. 80... On est peut-être en 84. Non, peut-être 90 hein, ou 80, voilà, par là, 80. De toute façon, je rentre au Cameroun. Peut-être vers cette période-là. Et non, c'était après 79. Hein. Je pense que c'était dans la période 89, 90. C'est ça. Donc, là, je rentre au Cameroun. Vous savez, quand vous travaillez en France, votre salaire vous permet de payer l'essence, de payer le métro, de payer votre maison, de manger. Pas d'économie, il n'y a rien du tout qui reste après. Donc, avec cet effort, je me suis dit non, je peux rentrer, contribuer à bâtir le Cameroun. Là-bas, je ferai mieux. Je plie mes bagages, je rentre. Et quand je rentre au Cameroun à l'époque, j'arrive en Balmayo, mon père était polygame. Vous revenez en Balmayo? Je reviens en Balmayo, chez mon papa, et puis à la maison familiale. Bon, parce que déjà quand je suis parti, j'avais dans ma tête, je me suis dit que mon père s'est battu dans sa poissonnerie. Et à son niveau, il arrivait, il avait la plus grosse poissonnerie de Balmayo. Tout à fait. Voilà, moi, parti, je me suis dit, je dois venir et je vais faire mieux que mon père. Voilà, donc je suis rentré en Balmayo. Et puis au lieu de m'installer en Balmayo, je suis allé m'installer à Douala. Donc j'ai pris mes bagages, je suis allé chez ma grande sœur qui était mariée à l'époque, paix à son âme, à un
Bamileke, l'homme de l'Ouest. Voilà. Et donc, arrivé chez elle, elle m'a donné une place au salon. Je dormais là au salon. Et puis, fallait réfléchir. Je n'avais pas d'argent à rentrer d'Europe. Les petits sous que j'avais me permettaient juste vraiment de me maintenir pendant quelques temps, mais ne pouvaient pas me permettre de créer une entreprise. Oui. Ce que je fais donc à l'époque, mon beau-frère me met dans une tontine. Il me met dans une tontine, et dans cette tontine, on me fait gagner le premier. Oui. 1 500 000. C'est beaucoup d'argent quand même. À l'époque, nous sommes au début des années 90. Voilà. L'argent a encore de la valeur. C'est ça. Nous sommes avant la dévaluation de 94. Exact. Absolument. On me fait gagner 1 500 000. Oui. Et ce 1 500 000 me permettra d'aller à Bonhomme Sadi. À l'époque, nous étions aussi parmi les premiers à s'installer, à ouvrir cette cité de Bonhomme Sadi. Absolument. Voilà, j'ai loué une petite maison là-bas, j'ai loué un petit bureau à Quoi, et puis j'ai créé une entreprise, Congelcam. 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 Est-ce que ça a à voir avec le Congelcam actuel? Congelcam actuel achetait des produits chez moi. Ah bon? Voilà. Et comment ça s'est passé? Bon, déjà j'ai créé Congelcam. Alors ce que je fais, je négocie avec Unifiche, une société qui vendait du poisson à Douala. Oui. Et Unifiche, j'achetais du poisson chez lui, et moi j'étais un négociant, un revendeur. Voilà, donc j'ai fait comme ça, et j'avais dans ma structure, j'ai créé une société d'import-export. Mais comme les moyens ne me permettaient pas d'importer, j'achetais chez lui, Unifiche. et puis je revendais. Donc j'ai démarré comme ça, et jusqu'à ce que un monsieur qui s'appelait Ginesté à l'époque vient me voir, il me dit bon, vous voulez importer? Je suis en Belgique, j'ai une société, je vends des poulets, des côtes de porc, du poulet congelé et autres. Si vous me donnez 40%, je vous livre la marchandise et le reste, vous allez payer plus tard. Alors, ce que je fais, je prends de l'argent, c'est-à-dire le capital que j'avais pu amasser en vendant, j'ai quand même pu faire quelques économies. Et donc, je prends cet argent, 40%, je lui donne. Alors, ce monsieur va me livrer des produits 6 mois après. Oh là là. Entre-temps, oui. On a souffert. Mais toujours est-il dit que 6 mois après, j'ai reçu des produits poulet, pâte de porc et tout ça. Et Congelcam, effectivement, Foucault aussi achetait chez moi. Voilà. Ah bon. Ils ont acheté chez moi. Quand ils n'en avaient pas, ils achetaient chez moi. Donc, entre-temps, il y a un Camerounais qui a eu la chance d'être épaulé par le système, qui lui a donné des financements pour mettre en place une usine de transformation de la volaille. Le gars s'est installé pas loin de Youpoué, à l'époque. Et lorsqu'il s'est installé, l'État a mis le contingentement sur les produits importés, c'est-à-dire nous importions. Oui, bon, contingentement, ça veut dire qu'on a réduit les quantités qui étaient importées. Non, à l'époque, on a fait quoi? À l'époque, nous achetions 1 kilo de pâte de porc à 150 francs, prix de là-bas, plus le transport. Donc ici, le produit nous revenait à peu près à 250-300 francs. Or, l'État dit, désormais, la base imposable que vous achetiez là-bas à 150 ou 100 francs, la base imposable, c'est 1000 francs. Donc, il fallait désormais payer pour 1 kilo. 1000 francs. 1000 francs. Et ça vous met en difficulté? Non, c'est-à-dire que pas 1000 francs. Il fallait payer la douane sur la base de 1000 francs. Voilà. Alors, 1000 francs, alors que tu achètes à 150 francs, et si tu achètes à 1000 francs, plus la douane, peut-être 750 francs, donc tu es obligé de vendre à plus de 1000 francs. Alors, j'avais fait venir du poulet entre-temps, de la marchandise,
Et j'étais obligé, parce qu'en fait, on ne pouvait pas la vendre plus de 1000 francs. J'étais obligé de... non, j'ai importé. J'ai payé la douane à 1000 francs. À 1000 francs sur ce taux-là. Donc j'étais obligé de vendre à plus de 1000 francs. Oui. Entre-temps, les autres là, Foucault et lui là, ils continuaient à importer. Et eux, ils vendaient à 450 francs. Donc je ne sais pas comment ils faisaient pour vendre à ce prix-là. Mais alors, est-ce que le système, vous estimez que le système ne vous a pas aidé Non, moi, en fait, ce que j'aurais appris, je ne sais pas. Mais je pense qu'à l'époque, vous savez, la douane était encore un petit peu poreuse. C'est-à-dire que les gens pouvaient... Parce qu'en fait, de toute façon, ce qui est certain, je ne sais pas comment ils faisaient. Mais toujours est-il dit que moi, j'importais et je payais sur la base de 1000 francs parce que je ne sais pas faire du faux. Vous voyez. Donc, par contre, d'autres continuaient à importer 10, 15, 20 conteneurs, voire même 100 conteneurs, et ils vendaient à 450 francs ou 500 francs. Je ne sais pas quelle magie ils faisaient, mais en fait, ce qui est certain, moi, j'étais obligé, parce que si vous allez au marché, vous allez acheter là à côté à 450 francs, vous ne pouvez pas acheter le même produit à 1000 francs chez l'autre. J'étais obligé de manger mes poulets, en faire cadeau et tout ça, et c'est comme ça que vous sortez de cette affaire-là, je sors de cette filière-là. Et vous allez où? Voilà. Je sors donc de cette filière. Pendant ce temps, entre-temps, il faut chercher quoi faire. Les économies que j'avais se sont amenuisées, je n'avais plus rien du tout. Jusqu'à ce que, un jour, d'ailleurs, il me restait à peu près 450 000. Alors, je fais des calculs, je me dis, là, si je paye ma maison avec cet argent, si je paye l'électricité, c'est fini, là. Donc, on ne pourra même pas manger, on ne pourra rien faire du tout. Et ce que je fais, ce mois-là, je pense que j'avais eu un retard. Je suis allé négocier un moratoire, voilà, qu'on m'avait accordé. Maintenant, entre-temps, j'avais acheté Le Monde, parce que j'aimais bien lire Le Monde à l'époque. Journal Le Monde. Voilà, j'aimais lire Le Monde à l'époque. Parce que je suis rentré, ça ne faisait pas longtemps que j'étais là. Et donc j'achète ce journal-là. Et dans le journal Le Monde, je vois une société en Belgique qui vend les fax téléphones. Les téléphones sans fil. Fax, alors je me rappelle que le fax, en fait, je l'utilisais dans la société américaine là. C'est une technologie qui n'était pas encore ici. À l'époque, pour l'Afrique, c'était encore le téléx. Oui, le téléx. Voilà, c'était le téléx. Et donc, ce que je fais, j'achète le fax, il me le vendait peut-être à 150 francs, 150 000 francs. Un fax. Et ce que je fais, j'achète, je recommence, c'est-à-dire que là, je dis, si je ne commence pas une autre affaire, je vais mourir. Oui, tout à fait. Donc, je recommence à zéro, avec un fax et un téléphone que j'importe. Et donc, là, je suis, même les bureaux, j'étais obligé de les libérer. Je suis allé m'installer à Bonabéry, avec ma famille et tout ça. Et c'est comme ça que le fax arrive. Je suis moi-même le commercial, je suis le technicien, je suis tout. Pour vendre les fax. Au Cameroun. Au Cameroun. Et le fax, je pense que mon premier fax, je l'ai vendu à l'époque à M. Bayrou Fadil. Ah, ok. À M. Fadil. Voilà, M. Fadil qui est encore là. Et puis, j'en ai vendu un. Et ce fax-là m'a permis d'acheter deux. J'ai racheté deux, j'en ai acheté 4. Et donc, le téléphone aussi. Comme ça que j'ai acheté un, j'ai vendu, c'était les téléphones à longue distance sans fil. Vous installez une grande antenne chez vous, et puis vous avez votre téléphone, il n'y avait pas encore le téléphone cellulaire à l'époque. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est comme ça que je vends ces téléphones. J'ai effectivement des clients comme Afrique Construction à l'époque, et d'autres clients comme le président Pokosi Ndoumbe, qui vont m'acheter les téléphones cellulaires après. Mais ce sont mes premiers clients là. Et donc, je vends 1, 2, j'achète 3, 4, et je suis remonté à avoir un capital de 1 500 000. Et là, quand je reçois un jour
une invitation pour aller au Japon, assister à une foire, participer à une foire. La personne qui me vendait des fax en Belgique et le téléphone, je lui avais dit que je voulais en fait représenter cette marque ici au Cameroun. Mais comme il était cher, le bonhomme, en fait, il avait le monopole sur l'Afrique. Moi, je m'adresse également à l'usine directement Nituco, à la maison mère. À la maison mère. La maison mère me renvoie sur ce monsieur-là. Jusqu'à ce que ce monsieur m'envoie un jour une invitation pour aller participer à la foire de Tokyo. Alors, j'ai dit, Dieu me pousse. Il dit, monsieur Gouet, vas-y. Alors, je regarde, j'ai 1,5 million. Comment je vais faire? Si je prends le 1,5 million, parce que transport, hôtel et tout ça, ça me revenait à 1,2 million. Alors, il me restait à peu près 300 000. Il dit, je prends là le risque d'aller au Japon. Si ça se passe mal, je ne sais pas. Dieu me dit, monsieur, lève-toi, vas-y. Je me lève, je vais au Japon. Il va rester 60 000 francs. Ma famille est restée là. Et je me rappelle à l'époque que j'avais d'ailleurs des problèmes avec mon épouse parce que partir comme ça, dans l'inconnu, on ne sait jamais ce qui pouvait se passer. Tout à fait. Voilà. Elle était inquiète. Elle était inquiète. Je vais quand même là-bas, j'arrive au Japon. Et au cours de cette foire-là, je rencontre Nituco, le fabricant de ces appareils. Qui dit à Nituco, voilà, ces appareils, je les vends déjà au Cameroun. Donc, je suis venu, je voudrais vous représenter là-bas. Et il se pourrait que ma venue au Japon était salutaire. Parce qu'en fait, ce monsieur avait il était en banqueroute. Ah bon. Donc, il ne pouvait plus acheter chez les gars. Et le belge, quoi. Voilà, le belge. Il ne pouvait plus acheter chez les gars. Quand j'arrive, ils me disent, mais au fait, tiens, l'autre monsieur ne peut plus vendre. On ne travaille plus avec lui. Donc, si vous travaillez, vous voulez représenter le produit au Cameroun, il n'y a pas de souci. Ils me disent, c'est bon. Alors, ce que je fais, je leur dis qu'ils me donnent 2 échantillons. Donc, je reprends 2 fax chez eux et des téléphones. 2 téléphones à peu près. Pour moi, les 2 fax étaient la marchandise. Je suis revenu, je les vendais à l'époque, je crois, 1 million, 1,5 million. Je suis revenu, j'ai revendu les 2 fax à 2 millions ou 3 millions. Donc, j'ai eu mon argent que j'avais. Donc, j'ai récupéré ce que j'avais placé pour ce voyage-là. Seulement, ce qui était bien, j'ai ramené des échantillons de téléphone. Et quand je reviens au Cameroun, le ministre Sanda Oumarou, ministre des Postes et Télécommunications à l'époque, hein, je vais le voir. Il dit, Excellence, voilà un poste de téléphone que je voudrais assembler au Cameroun. Je vais vous le vendre. Le gars me dit, Monsieur Gouet, ce téléphone-là, si vous le montez au Cameroun, je vais vous l'acheter. Donc, ce que je fais, rapidement, à Douala, je loue un hangar. Et dans ce hangar, j'installe un petit atelier de montage. Le ministre envoie une équipe qui vient vérifier, qui constate effectivement que le petit atelier de montage était impeccable. Et on lui fait un rapport, je reviens le voir, et le ministre me donna une lettre commande de 1000 postes. C'est-à-dire d'un poste, tout de suite il me donne une lettre commande de 1000 postes. Alors les 1000 postes, je fais comment? Je vais voir un ami qui était aussi en train de mettre en place une banque. Et c'est comme ça que cet ami qui était venu me voir, il voulait en fait que je sois un des actionnaires. Moi, je lui ai plutôt trouvé des amis qui pouvaient, et je lui ai dit, voilà, j'ai ce bon de cette lettre commande. Le gars me dit, si tu m'apportes le ministère des Postes peut me donner 30% d'avance. Il me dit,
sauf qu'il me faut une caution. Oui. Voilà. Le gars me dit, il n'y a pas de souci. Moi, si le ministère te donne, je te donne une caution bancaire, et puis je l'ai ramené au ministère, on m'a donné les 30% d'avance. Le gars, c'était sa première lettre commande de cette banque-là qu'il ouvrait. Avec... mais là, c'était aussi un sacré coup de main de la part du gouvernement, quand même. C'était un sacré coup de main. Et ça vous a permis aussi de faire d'autres affaires par la suite? C'est vrai que cette expérience a dû m'a donné non seulement une notoriété, a montré également mon sérieux au Cameroun. Et à côté de ça, LG est venu me voir à partir de ce téléphone-là. Oui. LG me dit, bon, monsieur Gouet, monsieur le président, là, on constate que vous êtes... on a fait des recherches, on a trouvé que vous étiez l'homme qui pouvait nous représenter au Cameroun. Est-ce que vous pouvez prendre nos produits? Parce qu'il y avait un Indien qui représentait LG à l'époque ici et qui ne faisait pas affaire avec eux. Donc, j'ai accepté. Et c'est comme ça que je suis parti, donc, à partir de ce téléphone, à la représentation de LG, que je laisse effectivement, après, suite à la méchanceté, c'est ce que je dirais, de certaines personnes. À la méchanceté de certaines personnes, c'est-à-dire qui, quand je lance, ils voient que Gouet avance avec tout ça. Et chez nous, en principe, lorsque vous n'êtes pas dans des systèmes, vous êtes une personne qu'on doit forcément éliminer. Et c'est comme ça que un jour, je lance une campagne sociale lutte contre la pauvreté. Parce que tous les 3 mois, j'avais introduit au Cameroun, tous les 3 mois, je prenais un produit, réfrigérateur pour tous, à un prix. Je le mettais au prix à la portée de tout le monde. Et le 3e mois, je lançais une autre opération, climatiseur pour tous, ainsi de suite. Donc, ça gênait un peu, c'est-à-dire cette notoriété et cette montée rapide de Lucky Gouet aussi, jusqu'à ce qu'il monte un coup. Et lequel coup m'a amené complètement à laisser tout tomber, à bâcler et à me dire au Cameroun encore, plus jamais. Et plus jamais. Oui, dans les affaires. Dans les affaires, justement. Et, donc, et c'est comme ça que vous créez le MPCC? Non, je vais d'abord, c'est-à-dire que quand je décide, les impôts viennent fermer, parce qu'ils voulaient un recouvrement de 3 millions de francs. C'est un recouvrement, c'est-à-dire que vous déclarez vos impôts, on vous dit de payer telle somme, vous avez payé, et il reste seulement 3,5 millions. Ils viennent un matin, je n'étais pas là, ils disent à ma secrétaire, bon, on nous a envoyé votre prix. Et ils savaient que je n'étais pas là. En fait, c'est toujours des gens qui sont derrière vous, voyez, qui envoient. Ils savaient que je n'étais pas là. On envoie quelqu'un, le président, à 8 heures. Je lance une campagne sociale qui démarre le même jour. CRTV, Canal 2, dans tous les médias, presse, ainsi de suite. On nous a envoyé venir recouvrir de l'argent. Soit vous payez ou on ferme. On m'appelle 8 heures. J'étais en France. On me dit, voilà, les gars des impôts sont là. Ils veulent que vous payiez. Si on ne paye pas, ils disent qu'ils ont pour instruction de fermer. Vous faites de la publicité. Pendant ce temps, les gens viennent au magasin. Quand ils viennent, c'est des scellés qu'ils trouvent. Ouais. Et pour moi, c'était en fait un coup de poignard. Ce que j'ai fait, j'ai dit, je vous emmerde, je vous laisse tout. J'avais importé pour cette campagne là plus de 200 millions de francs de marchandises. J'avais des marchandises en stock. J'ai dit, vous avez fermé, même si c'était pour une seule journée, pour moi, c'est un coup de poignard. C'est comme ça que je laisse tout. J'ai dit, merde, je m'en vais, je vais m'installer en France. Pendant donc cette traversée de désert en France, je m'inscris en 3e cycle au centre d'études diplomatiques et stratégiques. Et puis je vais faire des formations à l'école de guerre. Je vais au GI, au GMI, Groupement mobile d'intervention rapide de France. Et puis, entre-temps, j'ai créé là-bas en France également une société que je mets en place. Et pendant ce temps, Dieu, c'est pour ça que je suis Lucky Gouet, il me tient en main et immédiatement, c'est-à-dire pendant que j'étais là-bas, sans que personne ne me tienne en main, il me met dans ses réseaux, voyez, où je suis à la Confédération Générale des PME, PMI de France. On me prend, on me donne les responsabilités de directeur à l'international. Et je vais également être coopté au conseil d'administration du CEDAX, comité d'appui à l'exportation des entreprises de la Seine-Saint-Denis.
Et donc, ici en France, c'est-à-dire que cette traversée de désert a ouvert d'autres portes. A ouvert d'autres portes. Oui. Et là, je dis parfois que, vous savez, à quelque chose, malheur est bon. Oui, malheur est bon. Et Dieu, quand il vous accompagne, peut-être qu'à l'époque, il a vu, il s'est dit, ce monsieur-là, s'il reste là, il faut que j'aille le protéger. Voyez, il vous enlève comme ça, il fait, quand l'argent, vous n'êtes pas accroché à l'argent, en fait, vous avancez librement. Voilà. Alors, il y a cette expérience Oui. très très riche au Cameroun, mais également à l'international, comme vous nous décrivez là. Oui. Et aujourd'hui, vous estimez que vous êtes l'homme de la situation. Vous estimez qu'en 2018, vous êtes la personne idéale pour les Camerounais, c'est cela? Je pense que, vous savez, je viens en politique. Cette traversée de désert, pour moi, elle n'est pas anodine. Vous savez, Dieu vous envoie la preuve. Partir de là, des affaires, rentrer, aller à l'école de guerre, rentrer, faire la diplomatie, la stratégie. Je pense que Dieu, quand il prépare quelqu'un, il vous conduit. Et aujourd'hui, lorsqu'il me ramène au Cameroun, je ne reviens pas comme ça, je reviens avec une lumière. C'est un symbole qui est un symbole très fort. Vous savez, notre peuple, pour moi, une partie de ce peuple vit dans l'obscurité. Et il faut aujourd'hui lui apporter de la lumière. Et je l'ai fait, c'est-à-dire que cette lumière que les gens voient, mais c'est aussi un signe, un symbole. Parce qu'il y a une autre lumière que les gens ne voient pas. C'est celui-là, ce peuple-là. Parce qu'en fait, je viens en politique pour amener, non seulement, comme je l'ai fait par ailleurs, j'ai toujours innové. J'ai toujours apporté quelque chose de neuf. Et je pense que là aussi, j'apporte en politique une innovation. Dieu voudrait que je vienne, en fait, ramener le peuple au centre du pouvoir. Parce que le peuple, en fait, c'est lui qui est le pouvoir. Or, aujourd'hui, en Afrique, le pouvoir vient du haut et il mate plutôt le peuple. Et il faudrait amener ici, venir éveiller les consciences, dire aux Africains, leur donner le goût de la politique et l'envie de faire de la politique. Ça, c'est pour ça que je rentre en politique. Pour amener, en fait, faire de la politique pour le peuple. Et rien que le peuple. Pas pour de l'argent. Et concrètement, Oui. si vous êtes étudié, qu'est-ce que vous avez comme programme? Qu'est-ce que vous proposez pour les Camerounais? Vous allez changer quoi par rapport à ce qui est actuellement? J'ai une vision. La politique, c'est d'abord la vision. Vous savez, vous avez des personnes qui vous diront, j'ai un programme. Moi, je pense que on peut aller sur Internet. On copie. Aujourd'hui, vous allez programme politique. On va vous donner des programmes politiques de tous les politiciens du monde entier. Mais cela ne suffit pas pour changer la donne. Vous allez être un très bon orateur. Vous allez copier et puis réciter même devant le peuple. Ça ne donnera pas ça si dans la tête vous n'avez pas une vision. Vous savez, la vision est cette lumière-là que le cœur lui voit et les yeux ne voient pas du tout. Et ça, c'est ce que j'apporte un peu à la nation. Vous voyez, j'ai un programme qui se décline sur 20 engagements. Donc, parmi ces engagements, nous avons le tout premier engagement qui est effectivement de ramener au Cameroun la paix et la cohésion sociale. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes un pays qui a toujours été un havre de paix. Vous-même, vous le savez, on a été un havre de paix. On n'a jamais eu... Boko Haram n'a jamais existé au Cameroun. Ce que nous voyons aujourd'hui au sud-ouest, au nord-ouest, ça n'a jamais existé dans notre pays, auparavant. Aujourd'hui, si ça existe, ça veut dire qu'il y a quand même des parties de cette population ou de ce peuple-là qui aujourd'hui ne se retrouvent plus. Et en fait, mais au-delà même des troubles que nous voyons, c'est-à-dire Boko Haram et tout ça, la paix n'est pas que absence de conflit. C'est aussi pour une maman être capable de pouvoir, quand elle se lève le matin, de trouver à manger pour ses enfants. C'est aussi pouvoir se soigner. Quand vous amenez un enfant, vous avez vu le truc de Koumateke l'autre fois, bon, le monde entier a vu, c'est des images qui ont... vous voyez, aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, vous allez dans un hôpital, vous mourrez, parce que vous n'avez pas d'argent. Alors, vous avez des jeunes qui sortent aujourd'hui des écoles,
ces jeunes-là qui sortent, moi je vois là, parmi mes militants, des personnes qui viennent avec des licences, mais qui sont sur des motos. Vous voyez? Donc, nous devons avoir une école, en principe, qui ne génère pas de chômage. Moi, ce que je ferais d'ailleurs, parce que sans paix, on ne peut rien. Vous aurez beau avoir des idées, mais tant que le peuple n'est pas en paix avec lui-même, vous ne pourrez jamais commencer. Donc, je commencerai d'abord, vous savez, par prendre des engagements devant notre peuple. Oui. Le premier, moi je ne ferai jamais de chasse aux sorcières. Vous savez, ce qui s'est passé... Donc cela dit, ceux qui sont aux affaires, si vous arrivez, ils n'ont pas à s'inquiéter, vous ne leur demanderez aucun compte. Ce que je ferai d'abord, avant de regarder quoi que ce soit, vous savez, il faudra mettre en place, si je viens au pouvoir demain, il faudra mettre en place une loi qui sécurise et qui donne tous les privilèges d'anciens chefs d'État à tout ancien chef d'État au Cameroun. Voilà. Les premières dames qui ont en principe posé des actes, qui ont créé ici des activités telles que le CERAC par exemple, il faudra donner à ces premières dames des moyens. L'État devra leur donner des moyens pour continuer à œuvrer pour ce peuple-là, vous voyez, leurs activités. Aussi, on mettra en place pour les grands commis d'État, tous ceux-là qui ont servi la nation avec dignité, honneur et dignité, tous ces grands commis d'État, il faudrait en principe, dans la même lignée que le chef de l'État, mettre en place un décret qui va également les accompagner dans leur retraite. Et ensuite, dans le premier mois, ce que je ferai, Madame Ahidjo, la dépouille de l'ancien président, le regretté Amadou Ahidjo, j'irai moi-même chercher cette dépouille-là. Et je ramènerai la famille au Cameroun. Et ça, je le ferai dès les premiers mois. Alors, c'est implicitement un reproche que vous faites au chef de l'État actuel? Non, vous reprochez à Paul Biya de n'avoir pas ramené la dépouille d'Ahidjo, ou alors vous dites c'est pas de son ressort, mais vous allez le faire? Je suis désolé, tel que j'ai dit, je suis un homme de paix. Oui. Un homme de paix et de dialogue. L'emblème de mon parti politique, c'est la colombe. Voilà, ce qui est un signe de paix. Tout à fait. Donc si je suis élu président demain, je vais d'abord remettre au cœur de la nation la cohésion sociale et la paix. Ça veut dire aussi que, après être parti chercher cette dépouille que j'aurais ramenée au Cameroun, nous avons forcément, peut-être encore dans les cellules, des prisonniers d'opinion ou politique. Tout cela aussi, je les mettrai dehors. Mais à côté de ces prisonniers d'opinion politique, nous avons aussi un problème énorme. Et moi, je ne souhaiterais en aucun cas porter un fardeau ou un héritage. Donc, l'opération Épervier pour moi, toutes ces personnes-là, ça va être mes actions dans les 2 premiers mois. Libérer ces personnes. Je vais les appeler une par une, moi-même, et toutes ces personnes-là vont signer des engagements, parce qu'on n'a pas besoin de ces personnes en prison. Nous avons besoin d'argent pour investir. Le Cameroun ne peut pas continuer à aller s'endetter alors qu'il a l'argent. Et donc, tous ces fils-là, je vais les appeler un à un, on va signer des engagements. Cet argent, ils vont le remettre à la nation et on va les laisser sortir tous. Mais vous avez également dit, je me souviens il y a quelques jours, quand vous déclariez votre candidature officiellement, vous avez dit que l'accident du train des ECA vous restait en quelque sorte en travers de la gorge. Il faudrait que Bolloré investisse mieux, plus, ou alors qu'il soit beaucoup plus... vous allez taper sur les doigts de Bolloré? Au-delà de Bolloré, oui. Parce que c'est un vaste programme, hein, les 20 points que nous avons. Vous voyez, au-delà de Bolloré, je vais en principe renationaliser certains secteurs d'activité. Oui. Parce que pour moi... Comme lesquels? Il y aura forcément le réseau ferroviaire dont vous parlez. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous allez chez les Blancs, il y a des trains toutes les minutes, Moi, j'ai des beaux-parents au nord qui ont perdu la famille, un enfant, ou un papa, un parent, et qui n'ont pas pu arriver à leur chevet. Parce qu'il n'y avait pas de train, parce qu'il n'y avait pas d'avion. Et je trouve que dans un pays civilisé, c'est pas normal. Donc, avant Bolloré, on a eu un chemin de fer qui, tant bien que mal, a quand même fait son chemin et a tourné. Ce chemin de fer-là,
nos parents y ont laissé leur vie. Moi, je viens du pays Bassa. Et nos parents, là, sur ce chemin de fer, depuis 60 ans... Ils sont morts là. Ils sont morts. En travaillant. Voilà, en travaillant là-bas. Tout à fait. Notamment colonisation allemande, colonisation française également. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut honorer leur mémoire. Honorer leur mémoire, ça veut dire que on ne peut pas faire la vitesse sur ce chemin de fer qui date de 60 ans avec des trains d'aujourd'hui. Donc, soit Bolloré va être obligé de mettre sur la table un programme d'investissement sur les 6 mois et nous rassurer qu'il mettra un train à 2 rails pour que les Camerounais puissent dignement se déplacer. S'il ne peut pas le faire, dans ce cas, l'État a des moyens de donner des cautions. Et on peut donner effectivement tout genre de crédit à l'État. Et moi, je m'engage à mettre sur cette voie un train à double rail. Voilà, donc il y a ce secteur. Nous avons aussi le secteur électrique que vous connaissez. L'énergie. Voilà, l'énergie. Alors, ce que je trouve aberrant, et c'est pour ça qu'il faudrait à la tête de la nation un gestionnaire. Voilà, un homme qui, au-delà de la tête de la nation, bien sûr, parce que même, je ne peux pas comprendre pourquoi l'État va financer la production des barrages. On prend de l'argent, on investit Mevele, Lompanga, Mekin, et ainsi de suite. C'est l'État qui achète, qui prend des crédits et réalise ces investissements-là. Une fois que l'État a réalisé des investissements, je ne vois pas pourquoi l'État ne peut pas vendre son énergie lui-même. Il prend l'énergie, il donne à quelqu'un d'autre qui, lui, n'est là que pour vendre. Toi, tu produis et tu prends tout, tu donnes à quelqu'un d'autre. C'est lui qui vend et il encaisse 55% de ce que toi, tu produis. Est-ce que c'est normal? Je ne trouve pas ça normal. Donc, il faut reprivatiser. Je vais renationaliser ce secteur-là. Voilà, je vais le renationaliser. Donc, nous avons le secteur d'eau. Nous avons également le secteur, une partie du secteur transport, qui, pour moi, hein, sont des domaines qui relèvent de la souveraineté de l'État. On a aussi les télécommunications. Vous vous rendez compte que si on laisse les télécommunications dans les mains des étrangers ou dans les mains des investisseurs privés, on peut à tout moment, au Cameroun, créer, si vous voulez, un chaos et un coup d'État. C'est facile. Donc, je pense qu'il y a des secteurs que l'État devrait contrôler. Donc, il faut diminuer le poids de quelques partenaires, quelques opérateurs, quelques-uns de la téléphonie mobile. Vous envisagez quoi concrètement? Nous avons, par exemple, Camtel. Oui. Voilà. Vous voyez? Donc, en principe, Camtel aujourd'hui, qui produit ou distribue la fibre optique à toutes les autres entreprises. Pourquoi devons-nous investir et laisser les autres gagner de l'argent? Non, je pense qu'il faut avoir un État fort. Un État fort aussi, c'est avoir des secteurs de souveraineté qui sont forts et protégés. Et donc, moi, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Au-delà de ça, il faudrait également promouvoir l'entrepreneuriat. Vous voyez, moi, j'ai travaillé au CEDAX, là, comme membre du conseil d'administration, et l'expérience que j'ai en fait de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe chez les autres. Je crois que ce qui marche bien chez les autres, il faut qu'on apprenne. Marcher chez nous. Ça doit marcher chez nous. Vous voyez, on ne doit pas seulement être une nation qui en fait, dans laquelle aujourd'hui, vous savez, quand je vois, vous-même vous le disiez tout à l'heure, que j'ai été le seul candidat déclaré officiellement. Et lorsqu'aujourd'hui, vous savez, les médias font la promotion de certaines personnes qui vont sur Internet, dans leur maison, et puis déclarent la candidature, je dis qu'il faut quand même qu'on ait un pays sérieux. Il faudra que nous ayons des valeurs, il faut qu'on ramène au centre de la nation l'éthique et la morale. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, ne marchent pas au Cameroun. Et on ne regarde qu'une seule personne. On jette tout sur Paul Biya. Et moi, j'ai dit non. La faute aussi, c'est
celle de chacun de nous. Parce que si vous avez, par exemple, cet exemple-là, vous respectez un peuple, une élection présidentielle, c'est tout sauf un jeu d'enfant. Vous voyez, tout sauf un jeu d'enfant. Donc vous, là, il y a une élection présidentielle, commencez déjà à respecter ce prestigieux poste-là. Au-delà de le respecter, respecter la nation elle-même et respecter le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur, je vais être président de la République demain, je me tiens devant les Camerounais, j'ai un parti politique tel que vous le savez vous-même, j'ai pris, j'allais voir le sous-préfet qui m'a délivré une autorisation légale. Au lieu de faire ma déclaration à Douala, je me suis dit que Yaoundé est le siège des institutions. Vous, Equinox, vous avez reçu une invitation officielle. Voilà, j'ai invité la plupart des médias. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier tous ces hommes des médias qui étaient présents, qui ont répondu présents et qui ont couvert avec beaucoup de dignité et beaucoup d'honnêteté l'événement. Parce qu'il y avait la CIR TV qui a fait un très bon rendu, il y a vous-même, Equinox qui avait fait un bon rendu, il y a Canal 2 qui a fait un très bon rendu, il y a également STV et il y a d'autres chaînes, LTM. Bon, cependant, je suis désolé aussi pour ceux des journalistes qui sont venus et qui n'étaient pas invités. Bon, et puis je pense certainement que c'est ceux-là, ceux des journalistes-là qui aujourd'hui, au lieu de donner la vérité aux Camerounais, ils vont en principe créer des candidats sur Internet pour brouiller les pistes d'une vraie candidature et mélanger tout le monde dans la même sauce. Alors finalement, est-ce que vous ne craignez pas, Jean-Blaise Gouet, que au vu de ce que les Camerounais ont souvent observé, des candidats qui se déclarent des mois à l'avance, et puis au dernier moment, ils nous annoncent à la période critique, où nous soutenons le président Paul Biya parce que nous estimons qu'il est le meilleur candidat. Vous ne faites pas partie de cela. On espère que ce n'est pas une candidature, on va dire gag aussi, à la limite. Moi, je veux vous dire la vérité. Les Camerounais doivent chasser la peur. Ils doivent chasser la peur. Et ce qui est sûr, regardons la vérité en face. Regardons la vérité en face là. Nous n'avions jamais eu de Boko Haram. Nos frères anglophones là, ils vont certainement peut-être pas défiler là. John Frundi vous a dit qu'il n'allait pas, il a annoncé, j'ai lu comme tout le monde, qu'il n'allait certainement pas participer au défilé. Mais moi, en homme politique, je le comprends. Et je pense qu'il a raison de prendre cette position-là. Raison pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, le fief, ce fief-là a été son fief depuis toujours. Alors, il ne va jamais défiler à Douala, à Yaoundé, dans d'autres régions, alors que ses propres frères là-bas vont lui interdire de défiler dans sa propre ville. Vous voyez, s'il ne défile pas là-bas, tant que ce problème n'est pas résolu, je pense que nos frères de ce côté ne sont pas contents. Il faudrait d'abord trouver des solutions, résoudre le problème de ceux-là qui sont encore, incarcérés, et après seulement la solution pourra être trouvée. Mais tant que ce n'est pas fait, il y a cette partie de la population qui sera toujours, en colère. Et je pense que Frundi a eu raison tout de suite de prendre les devants. Parce que s'il ne le faisait pas, peut-être que politiquement il serait mort. Peut-être, ça c'est mon analyse. Bon, maintenant, on ne peut pas aussi lui en vouloir. Et de deux, vous savez, la politique au Cameroun n'intéresse personne. Aujourd'hui, les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique. Et pourquoi? C'est la manière dont cette politique est faite au Cameroun qui en fait non seulement fait peur et décourage. On a pensé, on a toujours cru que la politique, dans la politique, il y avait un mystère. Vous savez que c'était quelque chose de secte ou bien je ne sais pas, ou encore que la politique était réservée à une certaine classe de personnes, ou encore qu'il y avait un certain mystère dans la politique. Mais la politique, c'est quoi? La politique, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous, la politique. Donc, je pense que les Camerounais doivent en fait, les Africains en général, doivent se dire aujourd'hui que si les Européens sont arrivés là,
jusqu'à ce que Macron soit élu. Ils l'ont fait dans la démocratie, ils l'ont fait dans la transparence, ils l'ont fait... Macron s'est préparé depuis des années. Pour qu'il arrive là, il n'est pas arrivé là, il ne sort pas des bancs d'école comme d'autres ici là. Il est encore à l'école et il pense qu'il peut devenir ministre. Moi, j'encourage les jeunes qui, en fait, ont une ambition. Parce que le parti politique que j'ai créé, le MPCC, c'est un parti pour les jeunes, leur donner l'occasion de s'intéresser à la politique. Et demain, en fait, avant de partir, avant que je ne meure, ou même venir dans cette politique comme Mandela, ça c'est mon ambition. Hein. Donc je voudrais venir en politique comme Mandela et partir comme Mandela. Absolument. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui venir recentrer les choses, remettre tous les Camerounais ensemble. Aujourd'hui, de plus en plus, on tend à être divisé. Et je souhaiterais, vous savez, appeler nos aînés en politique. C'est-à-dire que les aînés qui, le président Biya, Bello Bouba, Damou Damjoya, John Frundi. Voilà, tous ces aînés, oui. À partir du président Paul Biya. Vous les appelez à quoi? C'est des personnes, c'est des aînés que je félicite déjà. Voilà, je les félicite hein, pour le courage, parce que se lever en politique, vous avez vu vous-même, hein, les petites manigances qui commencent, à peine je déclare ma candidature, la nuit ils vont crier 11 autres candidatures alors que je suis le seul candidat. Ils crient 11, ils mélangent. Donc la politique, c'est pas facile. Et ils ont eu le courage de se lever. Et ce qu'ils ont fait aussi, ils l'ont fait avec leur époque. Et moi j'ai dit que je leur suis reconnaissant. Aujourd'hui, j'en appelle à tous, qu'ils puissent en fait non seulement savoir que aujourd'hui, hier, vous savez, nous avions un ordinateur IBM, qui pouvait être comme cette salle-là. Oui. Aujourd'hui, l'ordinateur, c'est le petit portable que nous tenons là. Donc, à chaque génération, une époque. Et donc, ils sont dépassés. Ils ne sont pas dépassés. Ah bon, ce qui est certain, s'ils nous ont envoyés à l'école, si on a appris, c'est pour qu'on vienne aider. Moi, je vous ai donné l'exemple de mon père tout à l'heure, qui était en Balmayo. Je suis venu et puis j'ai voulu faire plus. Donc aujourd'hui, le peuple, personne ne doit avoir peur. La peur doit disparaître, vous voyez. Et il faut qu'il nous aide à pouvoir aider le peuple camerounais à avancer mieux et avancer doucement, à préserver surtout la paix. Parce qu'en fait, ce qui est en train de pointer à l'horizon, si on ne fait pas attention, il y aura un clash. Et je pense qu'il faut aujourd'hui des hommes, des enfants qui aiment la paix, comme moi, qui peuvent en principe venir au centre. Je viens donner la place à chaque Camerounais. Je viens dire à tous les Camerounais qu'ensemble, dans ce mouvement nouveau, nous pouvons tous faire et on attend chacun. On attend chacun. On attend ceux qui sont là, on attend ceux qui sont à l'extérieur, on attend tout le monde. Et la nation aujourd'hui voudrait que nous tous, nous puissions revenir et qu'on se mette autour d'une même table, qu'on repense un nouveau Cameroun. Et ce nouveau Cameroun, c'est une nouvelle génération que nous autres nous incarnons, ou que j'incarne. Et donc, je souhaite que aussi bien le président de la République que tous les autres qui nous facilitent, qui facilitent aux Camerounais l'œuvre qui doit se poursuivre. Parce que cette œuvre ne peut pas seulement se poursuivre. Mais sans eux, qui doit se poursuivre sans eux. Avec eux. Parce que moi, je vous dis avec eux. Parce que moi, je souhaiterais bien, vous savez, aller demain à Vomeka, voir le président et lui dire, Monsieur le Président, venez m'aider à Yaoundé. Ça me dépasse. Comment vous avez fait hier quand vous étiez là? Parce qu'en fait... Mais vous les envoyez quand même à la retraite là. Ces aînés sont des bibles. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils voulaient à la retraite? Non, je suis désolé. Vous savez, il faut aujourd'hui que, par rapport à ce qui est en train de pointer à l'horizon, vous savez, il faudrait qu'on mette en place une élection qui soit démocratique. Et si on met... Non, même à un tour. Oui. Moi, j'ai dit même à un tour parce que les Camerounais aujourd'hui, beaucoup dans les coulisses, tous dans les coulisses, il n'y a pas un seul. Dans les coulisses, même dans le système là, ils se posent la question, est-ce que le président va se représenter? Est-ce qu'il va se représenter? Est-ce qu'il ne va pas donner à tel ou tel dauphin? Il y a beaucoup de dauphins qui sont là, qui attendent. Mais ces dauphins aussi ne peuvent pas que viser le poste de président. Ils sont là, ils sont assis sur... ils ont de l'expérience, j'aurai besoin d'eux demain. Et donc, moi j'ai dit qu'on peut gérer la nation tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils auront à m'apprendre beaucoup de choses. Moi je veux apprendre, vous voyez. Et je ne peux pas
à prendre sans eux aussi. Il faut effectivement qu'ils nous tiennent en main, parce que le président de la République est une Bible. Nous avons eu coutume en Afrique, depuis des décennies, des coups d'État. C'est-à-dire que quand un président part, il va terminer ses jours à l'extérieur. Moi, j'ai dit non, il faut que ça cesse, que ça se termine là. Donc, il faudrait d'abord commencer par mettre en place une élection à 2 tours. On met en place une élection à 2 tours. Au-delà de cette élection à 2 tours, un président devrait en principe avoir 2 mandats de 5 ans, pas plus. Moi, je viens pour un mandat de 7 ans. Et après les 7 ans, si on a réalisé tout ce que nous avons, tout le projet là, c'est-à-dire les 20 engagements, je pars après les 7 ans commandés là et je laisse les autres continuer. Il faut faire revenir toute la diaspora au Cameroun. Vous savez, un Camerounais qui a une double nationalité perd la nationalité camerounaise. Or, c'est des intellectuels, c'est des cerveaux que nous avons là-bas. Et toutes ces personnes, en principe, doivent revenir mettre les mains pour qu'on construise ensemble la nation. Et moi, j'ai besoin de tout le monde pour faire ensemble la politique autrement au Cameroun. Et dans un grand mouvement qu'est le MPCC. Absolument. Alors, vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron, 39 ans, président de la République, le plus jeune depuis Napoléon en France. Et puis, on vous a vu dans votre parcours, vous avez des entrées en France également. Vous seront utiles. J'ai eu l'occasion de vérifier que vous avez beaucoup côtoyé la droite, plus que la gauche. Vous avez des acquaintances à droite, puisqu'on vous voit en compagnie de Anne-Marie Drac, qui pourrait d'ailleurs revenir dans le gouvernement Macron. On vous voit avec Brice Hortefeux, on vous voit avec, bien sûr, d'autres, Olivier Stirn, d'autres personnes. Donc, beaucoup plus à droite qu'à gauche, c'est cela, pour ce qui concerne la France. C'est vrai que j'ai également beaucoup d'amis, hein, vous savez, à gauche. Manuel Valls. Bon, la France, vous savez, pendant ma traversée de désert, je suis arrivé à l'époque où Sarkozy était au pouvoir. Donc Sarkozy m'a accueilli, il m'a donné le RMI. Et donc, chemin faisant, avec Madame Anne-Marie Drac, j'avais été mis effectivement dans l'une des missions qu'effectuait le gouvernement français, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Ghana. Donc j'étais membre de cette mission-là, avec tous les grands groupes, c'est-à-dire les responsables de tous les grands groupes français, Total, Bolloré et puis tous les autres. Mais je profite de cette antenne pour féliciter le président Emmanuel Macron, parce que c'est un jeune qui a prouvé qu'en fait rien n'est impossible. Il suffit d'être engagé. Et lorsque vous êtes engagé, quand vous êtes sincère dans votre démarche, le peuple vous suit. Et donc aujourd'hui, c'est cet exemple en fait qu'il faudrait que... Il a de l'expérience, il ne s'est pas levé comme ça, Emmanuel Macron, pour dire je veux devenir président. Non, il a écrit des livres, il a été banquier, il a fait ci, il a fait ça. Moi je suis un homme d'affaires, lui il a été banquier. C'est à peu près aujourd'hui dans le monde le même profil. Vous voyez, quand vous regardez, aussi bien... au Bénin, avec Patrice Talon. Patrice Talon. C'est un exemple que vous citez beaucoup, Patrice Talon. C'est le nouveau modèle que vous espérez pour l'Afrique? Moi, je pense qu'il y a un vent mondial. Et ce vent mondial qui est en train de tourner voudrait forcément que l'Afrique soit gérée par ceux-là au moins qui ont eu à gérer des entreprises, tant bien que mal, mais qui ont une expérience. Vous savez, tel que je vous donnais l'exemple tout à l'heure, je ne peux pas comprendre pourquoi nous pouvons aller emprunter de l'argent. C'est des dettes que nous allons laisser sur la tête des générations à venir. Parce que demain, il faudrait éventuellement que nous puissions recentrer, faire le point, l'inventaire. J'ai dit que je ne voulais pas de chasse aux sorcières. Mais il faudra quand même que nous sachions, nous sommes un producteur de pétrole, nous sommes un producteur de gaz, nous sommes un des plus gros producteurs, c'est-à-dire nous avons la plus grosse réserve de diamants au monde. Moi, j'ai lu dans des peut-être que... Dans des revues. Dans des revues, peut-être comme vous aussi. Hein. Donc, nous avons des richesses qui permettent effectivement de pouvoir, en principe, si on les dirige vers les caisses de l'État, vers le budget de l'État, le Cameroun peut devenir un paradis demain. Et moi, je reviens recentrer les choses justement vers ces caisses-là. C'est-à-dire ceux qui ont été là avant, qui ont profité de tout cela. Je dis que on ne va jamais ouvrir des comptes pour regarder ce qui s'est passé. Mais ce que nous trouvons en place tout de suite, il faut qu'on le prenne avec tous les Camerounais
et qu'on remette de l'ordre. Une fois que l'ordre a été remis, M. Gouet s'en va et il laisse les autres continuer. Voilà, donc en fait, je viens apporter un espoir nouveau. Il faut redonner l'espoir aux Camerounais. Et comme je disais tantôt, il faut donner aux Camerounais l'envie et le goût de faire de la politique. Parce que la politique, c'est elle qui fait vivre un peuple. Et on fait de la politique pour un peuple. Alors, et donc finalement, les appuis, vos soutiens aujourd'hui, c'est quoi, Jean-Blaise Gouet? Quels sont vos soutiens? Ben, le soutien doit d'abord être le peuple. Et donc, ce peuple camerounais, qui aujourd'hui aussi commence à se poser des questions, commence à s'inquiéter. Parce qu'en fait, il faudra aujourd'hui que je dise à ce peuple, qui est un peuple courageux, qui est un peuple ingénieux, qui est un peuple travailleur, qui est un peuple que j'admire. Et ce peuple qui m'a donné le jour, je voudrais lui dire, en fait, que l'heure du changement est arrivée. Et il faudrait effectivement que ce peuple accepte et n'ait pas peur du changement. Parce que la nation, nous l'aimons tous. Et cette nation que nous aimons tous, si aujourd'hui on continue à camper et en ne disant pas la vérité de ce qui se passe exactement sur le terrain. Le pays, demain, vous savez, au nord, là, c'était parti, c'était vers la frontière. De plus en plus, ils viennent. Vous savez, là, ils ne sont pas loin de Maroua, ils n'étaient pas loin de Maroua il y a encore quelques temps. On a eu les attentats et tout ça même, pas loin de ces localités. Aujourd'hui, nous sommes à l'est, là, au nord-ouest, au sud-ouest, et peut-être, pourquoi pas, si le problème des anglophones est mal géré, le problème d'anglophones également, pour lequel vous permettrez, en fait, que je donne un petit peu... Oui, quelle est pour vous la solution, puisque le gouvernement a créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une section anglophone a été créée à la Cour suprême, une autre section anglophone à l'ENAM, mais on n'a pas le sentiment que la colère s'extompe. La preuve, le 20 mai prochain, on n'a pas un défilé en vue de ce côté. Moi, je pense que toutes ces décisions, pour moi, en politique et stratège, toutes ces décisions-là, c'est en fait, ne peuvent traduire qu'un aveu d'échec. De la part du gouvernement? Oui, c'est un aveu d'échec. Parce qu'en fait, le peuple, la rue, ne peut pas imposer des choses à un gouvernement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la rue a demandé ceci ou cela. On est obligé de signer, de signer, de signer, de signer, de signer. Bon, c'est bien. Mais seulement si une partie de ce que ceux-là qui sont en prison, et pourquoi ils sont partis en prison, c'est aujourd'hui donné par l'État. On a ouvert Internet et puis tout ça, là. Il faut qu'on laisse le peuple et puis qu'on reparte tout ça de zéro. Parce que ces personnes-là... Il faut les libérer, c'est ce que vous dites. Bien sûr, ces personnes avaient des revendications qu'on a commencé en partie à leur donner. Mais là où il faudra faire attention, vous savez, ce problème anglophone est une crise profonde de toute la nation, du peuple camerounais. Et si c'est mal négocié, vous savez, le Cameroun, pour moi, est comme un autre papa. Ce papa a 10 femmes. Pour moi, c'est pour caricaturer, que l'homme de la rue comprenne bien. Ce papa a 10 femmes qui sont nos régions. Et dans ces régions-là, ensemble, nous sommes 25 millions d'enfants. Si nous prenons 80% des richesses, ou 80% de ce que nous avons, ou même une bonne partie de ce que nous avons, et le donnons à 20% seulement, à 2 femmes seulement. 2 femmes seulement. Les autres épouses également vont se fâcher. Elles vont dire non monsieur, nous aussi on va se mettre en colère. Donc c'est ce qui va... Vous craignez qu'il y ait une explosion générale du mécontentement. C'est ça. Donc si on résout, voilà, si on résout aujourd'hui le problème des anglophones, alors que c'est une colère nationale,
les autres peuples. Mais alors, ne est-ce sont que ce n'est pas pas finalement la question du fédéralisme que vous évoquez d'une manière implicite? Est-ce qu'il ne faut pas finalement aller au fédéralisme comme ces revendications, on a pu entendre quelques-unes d'entre elles dans la partie anglophone, aller au fédéralisme pour que les gens résolvent en partie leurs problèmes aussi localement, plutôt que de laisser que ces questions soient adressées depuis Yaoundé seulement? Moi, je pense que nous sommes, vous savez, il ne faut pas être égoïste. Voilà, il ne faut pas être égoïste. Hein. Nous sommes un peuple uni. Nous sommes 25 millions de Camerounais. Et les 25 millions de Camerounais, nous devons apprendre à mettre toutes nos richesses dans le même panier et à les diviser entre les 25 millions de Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, ces zones-là qui produisent du pétrole, qu'on enlève à la limite des taxes et tout ça, qui relève de ce pétrole-là et qu'on donne. Mais il faut aujourd'hui que nous tous, qu'on puisse s'asseoir et en fait qu'on trouve des solutions de comment peut-on vivre ensemble. Il faudra forcément essayer de... on a entamé avec la décentralisation. Voilà, pourquoi pas décentraliser. Vous savez, le pouvoir aujourd'hui, comme j'ai dit, il faut le donner au peuple. Donc, nous avons au programme de prendre notre parti politique. Moi, je ne voudrais pas, il faut que dans chaque ville, dans chaque village, les jeunes puissent se lever, qu'ils créent eux-mêmes leur section. Quand vous vous levez, vous créez votre section au quartier, le quartier vous connaît. Les parents qui sont dans votre quartier, dans votre village, vous connaissent. Et il faut que désormais, le peuple lui-même choisisse ses candidats qui vont être présentés demain dans les mairies, que nous allons envoyer à l'Assemblée, qu'on enverra au Sénat. Mais il ne faudrait plus que les investitures viennent du comité central du sommet. Non. Moi, demain, j'appelle tous les Camerounais à se lever debout, comme un seul homme dans ce mouvement, le MPCC, et à pouvoir, en principe, créer autour d'eux des cellules, des commissions, et entre eux, ils choisiront qui demain va être leur candidat aux différentes élections. Hein. D'accord. Voilà. Alors, Jean-Blaise Gouet, oui. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je dois dire qu'il a été assez riche, on a pu apprendre beaucoup de vous. Merci encore d'avoir d'avoir accepté notre invitation ici sur le plateau d'Equinox Télévision. Et nous vous donnons rendez-vous à d'autres occasions, hein, notamment pendant la campagne pour l'élection présidentielle à venir. Nous pourrons encore discuter avec vous de vos programmes, de votre vision du Cameroun, Jean-Blaise Gouet. Merci beaucoup, je serai toujours, c'est avec plaisir que je viendrai toujours que je nourrirai à votre invitation. D'accord, merci encore. Alors merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes restés sur nos programmes hein, pendant tout cet entretien. Je vous dis de rester encore en compagnie d'Equinox Télévision. Ne quittez pas, les programmes sont alléchants et je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. À très bientôt.